Si les principes japonais ne t'intéressent pas, quitte là, t'as rien à faire là si tu veux toujours rester là. Procrastiner, quitte cette vidéo n'est pas pour toi et même si tu veux quitter cette vidéo avant la fin. Dégage, c'est pas pour toi. Mais si t'es prêt à investir ton temps et commencer à passer à l'action maintenant, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas voir va changer ta façon de vivre. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois t'as commencé quelque chose, un régime, une routine, un projet, et t'as abandonné au bout de 3 jours? Sois honnête, parce que si t'es comme la majorité des gens, la réponse c'est trop de fois pour compter. Et t'as cherché pourquoi? T'as blâmé le manque de temps. T'as blâmé ta vie, ton travail, ton environnement, les autres. T'as peut-être même blâmé ta génération, les réseaux sociaux, le système. Et pendant que toi tu cherchais des excuses, de l'autre côté du monde, des millions de personnes se levaient tôt, nettoyaient leur maison, mangeaient avec discipline, marchaient, réparaient ce qui était cassé, et finissaient ce qu'elles commençaient. Chaque jour, sans exception. Ces personnes-là, c'est les Japonais. Et non, ils n'ont pas une vie plus facile que toi. Non, ils ne sont pas nés avec plus de volonté que toi. Non, ils n'ont pas un secret réservé à une élite ou à une culture inaccessible. Ce qu'ils ont, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant à la fois, des habitudes ancrées dans leur quotidien depuis l'enfance. Des habitudes qui, vues de l'extérieur, paraissent insignifiantes. Tellement banales que toi, t'aurais tendance à les ignorer. À te dire, c'est ça le secret? Nettoyer ses toilettes? Marcher? Arrêter de manger avant d'être plein? Sérieusement? Oui, sérieusement, parce que c'est exactement là que se trouve ton problème. T'as toujours cherché la grande révélation, le hack ultime, la méthode révolutionnaire qui allait tout changer d'un coup. Et pendant que tu cherchais ce truc spectaculaire qui n'existe pas, ta vie continuait de stagner. La vérité que personne ne veut entendre, c'est que ce sont les petites choses faites chaque jour qui déterminent qui tu deviendras dans 5 ans. Pas les grandes décisions, pas les moments d'inspiration, pas les résolutions du 1er janvier. Tes habitudes quotidiennes, celles que tu trouves trop simples pour les prendre au sérieux. Les Japonais, eux, ont compris ça depuis des siècles. Leur culture entière est construite autour de ce principe. Il y a même un mot japonais pour ça, kaizen, qui signifie littéralement amélioration continue. Pas une transformation radicale du jour au lendemain, pas une révolution, juste mieux, un tout petit peu mieux, chaque jour. Et c'est précisément cette philosophie qui a fait du Japon l'une des nations les plus disciplinées, les plus productives et les plus longévives de la planète. Pas par magie, par habitude. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les 6 principes fondamentaux qui sont au cœur de cette philosophie. 6 habitudes qui paraissent trop simples pour être vraies. 6 choses que tu vas peut-être regarder en te disant, c'est évident, mais que tu ne pratiques probablement pas. Et c'est exactement pour ça que rien ne change dans ta vie. Reste jusqu'à la fin, parce que le principe numéro 6 est celui que personne ne mentionne jamais, et c'est pourtant celui qui va tout débloquer pour toi. Principe numéro 1, nettoyer ses toilettes. L'humilité comme fondation Usuji, tu vas lire ça et tu vas sourire. Peut-être même ricaner. Nettoyer ses toilettes. Voilà le premier principe. Voilà ce que les Japonais pratiquent depuis des générations comme si c'était un rituel sacré. Et toi, t'as envie de zapper directement au principe suivant parce que t'as l'impression que c'est trop basique pour mériter ton attention. C'est exactement ce réflexe-là qui te maintient là où tu es. Parce que si nettoyer ses toilettes te semble indigne de toi, si tu trouves ça trop humble, trop ordinaire, trop peu glorieux pour que tu t'y attardes, alors t'as déjà tout compris sur pourquoi ta vie stagne. T'as un problème avec l'humilité. Et ce problème-là, il se retrouve partout dans ta vie. Dans ta façon de refuser les petites tâches au travail. Dans ta façon d'éviter les efforts invisibles que personne ne voit. Dans ta façon de vouloir le résultat sans vouloir le processus. Au Japon, cette pratique s'appelle Osuji, le grand nettoyage. Mais dans sa forme quotidienne, c'est simplement l'acte de nettoyer les espaces que tout le monde fuit. Les toilettes, le sol, les recoins, les choses que personne ne voit mais que tout le monde utilise. Et les Japonais ne le font pas parce qu'ils ont le temps. Ils ne le font pas parce que c'est agréable. Ils le font parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine, la façon dont tu traites les petites choses révèlent exactement comment tu traites les grandes. Un homme qui refuse de nettoyer ses toilettes parce que c'est en dessous de lui, c'est le même homme qui refuse de faire les efforts ingrats au travail. C'est le même homme qui abandonne quand la tâche devient invisible, quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de validation externe. C'est le même homme qui a besoin d'un public pour se motiver. Et sans public, il ne fait rien. Les Japonais, eux, ont éliminé ce besoin depuis l'enfance. Dans les écoles japonaises, fait unique au monde, ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient leur salle de classe. Pas des agents d'entretien. Les enfants, tous les jours, sans exception. Dès leur plus jeune âge, on leur enseigne qu'aucune tâche n'est dégradante. Qu'aucun effort n'est indigne. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la grandeur des tâches qu'elle accomplit, mais à la qualité avec laquelle elle accomplit toutes les tâches, même les plus humbles. Et ça change tout. Parce que quand tu nettoies tes toilettes chaque matin, tu n'es pas juste en train de nettoyer des toilettes. Tu t'entraînes à faire des choses que personne ne verra. Tu t'entraînes à l'effort invisible. Tu t'entraînes à agir sans validation, sans applaudissements, sans likes. Et progressivement, cet entraînement-là déborde dans tous les autres aspects de ta vie. Tu commences à faire les appels difficiles que tu repoussais. Tu commences à travailler sur ton projet même quand personne ne te regarde. Tu commences à tenir tes engagements envers toi-même, même quand c'est inconfortable. Et il y a aussi un aspect scientifique que la plupart des gens ignorent complètement. Des études en psychologie environnementale ont démontré qu'un espace propre réduit significativement le taux de cortisol, l'hormone du stress. Quand ton environnement est chaotique, sale, désorganisé, ton cerveau tourne en mode survie en permanence. Il consacre une partie de son énergie cognitive à traiter inconsciemment le désordre autour de toi. Tu t'épuises sans t'en rendre compte. Tu prends de moins bonnes décisions. Tu procrastines davantage. À l'inverse, un espace propre libère cette énergie cognitive. Ton cerveau n'a plus à gérer le chaos autour de toi. Il peut se concentrer, il peut créer, il peut décider. Les Japonais n'ont pas attendu la science pour le comprendre. Ils le savaient intuitivement depuis des siècles. C'est pour ça que leurs espaces de vie, leurs lieux de travail, leurs rues sont d'une propreté qui stupéfie les touristes étrangers. Pas parce qu'ils ont plus de moyens, pas parce qu'ils ont plus de personnel, mais parce que chaque individu considère que c'est sa responsabilité personnelle de maintenir son espace propre. Pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, la sienne. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de ce premier principe. Les Japonais ne cherchent pas à déléguer les tâches inconfortables. Ils ne cherchent pas à externaliser les efforts ingrats. Ils les prennent en charge, personnellement, quotidiennement. Alors demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, nettoie tes toilettes. Pas parce que c'est urgent, pas parce que quelqu'un va le voir, mais parce que la façon dont tu commences les petites choses prédit exactement comment tu finiras les grandes. Clap principe numéro 2, se lever avec le soleil, posséder son matin à Yaoki avant que tu te défendes, non. Ce principe ne te demande pas de te lever à 4h du matin. Il y a une obsession bizarre dans le monde du développement personnel occidental autour des réveils ultramatinaux. Le fameux 5am club, les gourous qui te disent que si tu ne te lèves pas à 5h, tu es condamné à la médiocrité. Et du coup, des milliers de personnes se torturent à mettre leur réveil à l'aube. Tiennent 3 jours, s'effondrent, se sentent comme des ratés, et recommencent le cycle. Ce n'est pas ça, Ayaoki. Ayaoki, qui signifie littéralement se lever tôt en japonais, n'est pas une performance. Ce n'est pas un concours qui souffre le plus tôt. C'est une philosophie. Une philosophie qui dit ceci, les premières heures de ta journée sont les plus précieuses que tu aies.
Et la question est de savoir à qui tu les donnes. Parce que là est le vrai problème. Toi, quand tu te lèves, que ce soit à 6h, 7h ou 8h, qu'est-ce que tu fais dans les premières minutes? Sois honnête, tu prends ton téléphone, tu ouvres Instagram, tu regardes les stories, tu lis les nouvelles, tu scrolles, et avant même que ta journée ait vraiment commencé, tu as déjà consommé les émotions, les opinions et les problèmes de dizaines d'autres personnes. Ton cerveau, encore dans cet état semi-conscient entre le sommeil et l'éveil. Cet état où il est le plus réceptif, le plus malléable, a déjà été colonisé par du contenu externe. Et la journée se déroule depuis cette position de réactivité. Tu ne diriges plus ta journée, tu réagis à celle des autres. Les Japonais qui pratiquent Ayaoki se lèvent avant le reste du monde pour une raison simple et précise, posséder-les. Premières heures, pas les donner à leurs employeurs, pas les donner aux réseaux sociaux, pas les donner aux notifications, les posséder, les utiliser pour se préparer mentalement, physiquement et spirituellement à la journée qui arrive. Et ce qu'ils font pendant ces heures-là varie d'une personne à l'autre. Certains méditent, certains marchent, certains font du thé en silence et l'observent infuser pendant 5 minutes, juste 5 minutes de silence conscient. Avant que le chaos commence, certains écrivent, certains lisent, certains préparent leur maison pour la journée, mais ce qu'ils ne font pas, c'est se lever et immédiatement entrer en mode réactif. Il y a une raison neurologique à cette pratique qui dépasse la simple discipline. Dans les 90 premières minutes après le réveil, ton cerveau produit des niveaux élevés d'ondes alpha et θ, les mêmes. Ondes présentes pendant la méditation profonde. C'est l'état où ta créativité est maximale, où ta résolution de problème est la plus efficace, où tes intentions pour la journée s'ancrent le plus profondément. Si tu passes ces 90 minutes à consommer du contenu externe, tu gaspilles la ressource neurologique la plus précieuse de ta journée. Si tu les utilises pour toi, pour réfléchir, créer, planifier, t'améliorer, tu construis ta journée depuis une position de force. Et l'autre dimension de Ayaoki que personne ne mentionne, c'est la discipline nocturne qui la rend possible. Les Japonais ne se lèvent pas tôt malgré le fait de se coucher tard. Ils organisent leur fin de soirée pour que le matin soit possible. Ils coupent les écrans, ils préparent leurs affaires, ils créent les conditions du lendemain la veille. Tu veux te lever tôt? Commence par te coucher avec intention. Parce que Ayaoki n'est pas une décision du matin, c'est une décision du soir. Clap principe numéro 3, finir ce qu'on commence. La dette mentale invisible Yarikiru, combien de tâches inachevées tu en ce moment? Pas les grandes, les petites. L'email que t'as commencé à rédiger et que t'as laissé en brouillon. Le livre que t'as posé à la page 47 il y a 3 semaines. La conversation difficile que tu repousses depuis un mois. Le projet que t'as lancé avec enthousiasme et qui prend la poussière depuis. La réparation dans ton appartement que tu remarques chaque jour et que tu ne fais pas. Chacune de ces tâches inachevées occupe une place dans ton cerveau. Pas de façon consciente, de façon souterraine, invisible, mais permanente. Les psychologues appellent ça l'effet de Zeigarnik, du nom de la psychologue soviétique Bluma Zeigarnik qui a découvert dans les années 1920 que le cerveau humain retient beaucoup mieux les tâches non terminées que les tâches accomplies. Ton cerveau est littéralement câblé pour maintenir une boucle ouverte sur tout ce que tu as commencé sans finir. Et ces boucles ouvertes consomment de l'énergie cognitive en permanence, même quand tu n'y penses pas consciemment. C'est pour ça que tu te sens souvent épuisé sans avoir vraiment travaillé. C'est pour ça que tu as du mal à te concentrer sur une chose à la fois. C'est pour ça que tu te réveilles parfois la nuit avec des pensées intrusives sur des choses que tu n'as pas finies. Ton cerveau ne sait pas fermer ses boucles tout seul. Seul l'achèvement de la tâche le fait. Les Japonais ont compris ce mécanisme, pas par la neuroscience, mais par des siècles d'observation et de sagesse culturelle. Et ils ont développé une philosophie qu'ils appellent Yarikiru, qui signifie littéralement faire jusqu'au bout. Aller jusqu'à la fin, ne pas laisser tomber à mi-chemin. Yarikiru n'est pas du perfectionnisme. C'est fondamentalement différent. Le perfectionnisme dit, je ne vais pas commencer tant que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire parfaitement. Yarikiru dit, j'ai commencé, donc je finis. Peu importe la qualité du résultat, peu importe les obstacles, je vais jusqu'au bout. C'est une question de respect. Respect de sa propre parole. Respect de ses propres engagements. Parce qu'au Japon, quand tu commences quelque chose, tu as implicitement donné ta parole, à toi même et aux autres, que tu iras jusqu'au bout. Ne pas finir ce qu'on commence est perçu comme un manque d'intégrité. Pas comme une faiblesse passagère, comme un trait de caractère. Et cette perception-là change tout. Quand tu intègres Yarikiru dans ta vie, 2 choses se produisent. D'abord, tu commences à être plus sélectif dans ce que tu décides de commencer. Parce que tu sais que tu vas aller jusqu'au bout, tu réfléchis davantage avant de te lancer. Tu choisis mieux tes batailles. Tu dis non plus facilement aux choses qui ne méritent pas ton engagement total. Ensuite, chaque tâche achevée renforce ta confiance en toi. Pas la confiance en toi de façon abstraite et vague. La confiance concrète, solide, ancrée dans des preuves réelles. Chaque fois que tu finis quelque chose que tu avais commencé, ton cerveau enregistre. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et progressivement, cette identité se construit. Cette réputation que tu te bâtis auprès de toi-même devient la fondation de tout le reste. Commence par quelque chose de petit. Ferme une boucle ouverte aujourd'hui. Une seule. Finis cet email. Termine ce chapitre. Fais cette réparation. Et observe ce que tu ressens quand c'est fait. Cette sensation-là, c'est Yarikiru. Clap principe numéro 4, manger jusqu'à 80%. La sagesse du ventre Arahachibu, il y a une île au sud du Japon qui fascine les chercheurs en longévité depuis des décennies. Cette île s'appelle Okinawa, et pendant longtemps, elle a détenu le record mondial du plus grand nombre de centenaires par habitant. Des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 105 ans, 110 ans, avec une santé remarquable. Une lucidité intacte, une mobilité préservée. Les chercheurs ont voulu savoir pourquoi. Ils ont étudié leur génétique, leur environnement, leur médecine, leur structure sociale. Et au milieu de tous ces facteurs, ils ont découvert quelque chose de déstabilisant dans sa simplicité, avant chaque repas, les habitants d'Okinawa prononcent une phrase. Une petite phrase rituelle qui guide leur façon de manger depuis des générations. Cette phrase, c'est Arahachibu, et elle signifie « mange jusqu'à ce que tu sois rempli à 80%. Pas à 100%, pas jusqu'à être repu, pas jusqu'à ne plus pouvoir avaler une bouchée de plus, jusqu'à 80%. Et cette simple phrase, cet unique ajustement dans leur rapport à la nourriture, est l'un des facteurs les plus déterminants de leur longévité exceptionnelle. Voilà pourquoi, ton cerveau et ton estomac ne communiquent pas en temps réel. Il y a un délai biologique de 15 à 20 minutes entre le moment où ton estomac est plein et le moment où le signal de satiété atteint ton cerveau. Ce délai existe parce que ton système digestif utilise des hormones, principalement la leptine et la gréline, pour communiquer avec ton hypothalamus, et cette communication prend du temps. Ce que ça signifie concrètement, si tu manges jusqu'à te sentir plein, tu as déjà mangé trop depuis 15 à 20 minutes. Ton estomac était plein bien avant que ton cerveau le sache. Et tout ce que tu as avalé dans cet intervalle, c'est de la suralimentation. Multiplie ça par 3 repas par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Multiplie ça par des décennies, et tu commences à comprendre pourquoi les maladies chroniques liées à l'alimentation, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, sont épidémiques dans les sociétés occidentales et relativement rares. Okinawa, mais Arahachibu ne parle pas seulement de calories, il parle d'une chose beaucoup plus profonde, la conscience de soi pendant l'acte de manger. Dans la culture occidentale moderne, manger est devenu une activité parallèle.
On mange devant une série, on mange en scrollant son téléphone, on mange en conduisant, on mange sans attention, sans conscience, sans lien avec la nourriture ni avec son corps. On mange par habitude, par ennui, par stress, par automatisme. Les Japonais, eux, mangent pour manger. Il y a une pratique qui accompagne Hara Chibu dans la culture japonaise, manger lentement. Consciemment, en portant attention aux saveurs, aux textures, à la progression du repas. Pas comme une contrainte austère, comme un respect du repas, du cuisinier qui l'a préparé et de son propre corps qui va le transformer en énergie. Et il y a un troisième bénéfice de Hara Chibu que la science a mis du temps à documenter mais que les habitants d'Okinawa vivent depuis des siècles, la restriction calorique modérée active un mécanisme cellulaire appelé autophagie. Un processus de nettoyage et de renouvellement des cellules qui ralentit le vieillissement et réduit le risque de maladies dégénératives. Yoshinori Uzumi a reçu le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses recherches sur l'autophagie. Ce processus que les habitants d'Okinawa activaient intuitivement depuis des siècles en ne mangeant pas jusqu'à la satiété complète. La prochaine fois que tu manges, arrête-toi à 80%. Mange lentement, pose ta fourchette entre chaque bouchée, et écoute ton corps au lieu de l'ignorer. C'est une des choses les plus simples que tu puisses faire, et l'une des plus puissantes. Clap principe numéro 5, marcher partout. La méditation en mouvement Haruku, les Japonais marchent beaucoup, en moyenne entre 7,000 et 9,000 pas par jour, soit presque le double de la moyenne occidentale. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas par vertu, ce n'est pas parce qu'ils ont une discipline de fer sur leur activité physique. Ce n'est pas parce qu'ils se forcent à faire leur sport. C'est parce que leur environnement et leur culture rendent la marche naturelle, normale, inévitable. Les villes japonaises sont conçues pour les piétons. Les transports en commun sont omniprésents, ce qui signifie que chaque trajet inclut une portion à pied, jusqu'à la station, de la station à la destination. Les quartiers sont denses et mixtes, commerces, restaurants, espaces verts, tout est accessible à pied. Il n'y a pas besoin de décider de marcher. La marche est intégrée dans la structure même du quotidien. Et ça, c'est une leçon sur la façon dont les systèmes et les environnements façonnent les comportements bien plus efficacement que la volonté. Mais parlons de pourquoi marcher est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour ton cerveau et ton corps. La marche n'est pas du sport au sens où on l'entend généralement. Ce n'est pas une activité intense qui sollicite ton système cardiovasculaire de façon maximale. Ce n'est pas une séance de salle. C'est quelque chose de différent, et sur certains points, de supérieur. La marche à une allure modérée déclenche une libération soutenue de BDNF, le brin Derived Neurotrophic Factor, que les chercheurs appellent parfois le fertilisant du cerveau. Le BDNF stimule la création de nouvelles connexions neuronales, améliore la mémoire, renforce la résistance au stress et protège contre la dépression. Et contrairement à l'exercice intense, la marche maintient ce flux de BDNF de façon stable et prolongée. C'est pour ça que les meilleures idées te viennent souvent sous la douche ou en marchant. Ton cerveau, libéré de la pression cognitive directe, entre en mode réseau par défaut, l'état où il fait ses meilleures connexions créatives. Les neuroscientifiques ont montré que la créativité augmente de 81% pendant et juste après une marche. Stanford, Harvard, Nietzsche, Darwin, Beethoven, Steve Jobs, tous des marcheurs compulsifs. Pas par coïncidence, la marche régule aussi le cortisol, l'hormone du stress, de façon remarquablement efficace. Elle améliore la qualité du sommeil, elle stabilise la glycémie, elle réduit l'inflammation chronique, l'une des causes principales du vieillissement accéléré et des maladies dégénératives. Et contrairement à la majorité des bonnes habitudes, elle ne nécessite ni équipement, ni abonnement, ni horaire fixe, ni entraîneur. Juste tes jambes et un espace pour marcher. Les Japonais ne font pas du sport au sens occidental du terme. Beaucoup d'entre eux ne vont jamais dans une salle de sport, mais ils marchent, tous les jours, jusqu'à la gare, dans le quartier, après le dîner, pendant leur pause. Cette accumulation quotidienne de mouvements, ce qu'on appelle en anglais NEAT, non Exercise Activity Thermogenesis, est bien plus bénéfique sur le long terme que 3 séances de sport intense par semaine suivie de 6 jours de sédentarité totale. Et au-delà du physique, la marche est une pratique mentale. Il y a un concept japonais appelé Shinrin-yoku, les bains de forêt, qui consiste à marcher lentement dans la nature, en engageant tous ses sens. Pas pour aller quelque part, pas pour brûler des calories, pour être présent, pour respirer, pour voir, pour entendre, pour se reconnecter à quelque chose de plus grand que le flux incessant des notifications et des urgences artificielles de ta journée. Les recherches sur le Shinrin-yoku ont montré des réductions mesurables du cortisol, une baisse de la pression artérielle, une amélioration du système immunitaire et une diminution significative des symptômes d'anxiété et de dépression en seulement 20 à 30 minutes de marche en nature. Tu n'as pas besoin d'une forêt, tu n'as pas besoin d'une heure. Tu as besoin de marcher, aujourd'hui, demain, après-demain, pas comme une performance, comme une habitude. Commence par 15 minutes par jour. Laisse ton téléphone dans ta poche. Regarde autour de toi, écoute, respire. C'est aussi simple que ça. Clap principe numéro 6, réparer au lieu de jeter. Lors dans les fissures Kintsugi il y a des centaines d'années au Japon, un artisan répare un bol en céramique brisé, mais au lieu de cacher les fissures avec de la colle ordinaire, il les remplit avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Le résultat, un objet qui était brisé et qui, réparé, est devenu plus beau, plus précieux, plus unique qu'avant. Cet art s'appelle Kintsugi, et si tu crois que je vais juste te parler de poterie japonaise, tu n'as encore rien compris à ce principe. Kintsugi est une métaphore pour ta vie entière, parce que réfléchis à la façon dont toi tu traites tes échecs, tes erreurs, tes blessures, tes moments où tu as été cassé, une rupture, un licenciement, un projet qui a échoué, une amitié perdue, une décision que tu regrettes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La réponse de la majorité des gens, tu essaies de l'effacer. Tu fais comme si ça n'avait pas existé. Tu recommences à zéro. Tu te construis une nouvelle version de toi-même en laissant derrière toi tout ce qui te rappelle que tu as échoué. Parce que dans la culture moderne, l'échec est une honte, une faiblesse, quelque chose à cacher. Et cette tentative d'effacement, cette façon de vouloir recommencer à zéro plutôt que de réparer, est l'une des choses les plus destructrices que tu puisses faire pour ta propre croissance. Pourquoi? Parce que ce que tu essaies d'effacer, c'est exactement là que se trouve ta valeur. Tes cicatrices ne sont pas tes faiblesses, ce sont des preuves. Tes fissures ne te rendent pas moins, elles te rendent complexe, profond, réel. L'or du Kintsugi n'est pas là pour cacher la rupture, il est là pour la célébrer, pour dire, oui, cet objet a été brisé, et regardez ce qu'il est devenu. Cette philosophie a des implications concrètes dans ta façon de vivre. D'abord, réparer au lieu de jeter s'applique à tes relations. Combien de relations, amicales, amoureuses, professionnelles, tu as abandonné parce qu'elles avaient des fissures? Parce qu'il y a eu un conflit, une incompréhension, une blessure? La culture moderne te dit de couper les ponts, de protéger ton énergie, d'éliminer tout ce qui n'est pas parfait. Résultat, des gens qui accumulent les relations superficielles sans jamais en approfondir une seule. Des gens qui fuient dès que ça devient difficile, sans comprendre que c'est dans la difficulté que les vraies relations se construisent. Le Kintsugi des relations dit, quand quelque chose est abîmé, tu ne jettes pas. Tu répares, avec soin, avec honnêteté, et ce qui en sort est plus solide et plus authentique que ce qui existait avant la fracture.
Ensuite, Kintsugi s'applique à ta relation avec toi-même. Cesse d'essayer d'être une version sans fissure de toi-même. Cesse de te comparer à une image idéale de ce que tu aurais dû être si tu n'avais pas fait ces erreurs. Si tu avais pris ces autres décisions, si tu avais commencé plus tôt. Cette comparaison-là ne te motive pas. Elle te paralyse. Tes échecs passés ne sont pas des preuves que tu es incapable. Ce sont des données, des informations, des matériaux bruts avec lesquels tu peux construire quelque chose de meilleur si tu choisis de les regarder en face, plutôt que de les fuir. Et enfin, Kintsugi s'applique à ta façon de consommer. Les Japonais réparent, les Occidentaux jettent. Dans une société qui t'encourage à remplacer dès que quelque chose est imparfait, choisir de réparer est un acte de résistance. Résistance à l'obsolescence programmée. Résistance au consumérisme. Résistance à l'idée que la valeur d'une chose disparaît avec sa perfection. Un objet réparé avec amour a une histoire, une âme, une dimension que l'objet neuf n'aura jamais. Applique cette même logique à ta vie. Tes chapitres difficiles ne sont pas des erreurs d'impression à arracher du livre. Ce sont les chapitres qui donnent du sens à toute l'histoire. L'or est dans les fissures. Il a toujours été là. Tu avais juste besoin de l'apprendre. 6 principes, 6 habitudes, 6 choses que tu savais peut-être déjà, mais que tu ne pratiques probablement pas. Et c'est ça, le vrai problème. Ce ne sont pas les connaissances qui te manquent, c'est l'action. Les Japonais n'ont pas 5 longueurs d'avance sur toi parce qu'ils sont plus intelligents. Ils ont 5 longueurs d'avance parce qu'ils agissent sur des choses que les autres trouvent trop simples pour mériter. Leur attention, ils nettoient, ils se lèvent, ils finissent, ils mangent avec conscience, ils marchent, ils réparent, chaque jour. Toi, tu commences aujourd'hui. Un seul principe, un seul. Lequel tu choisis? Dis-le-moi dans les commentaires. Et dans 30 jours, reviens me dire ce que ça a changé dans ta vie. Parce que dans 30 jours, si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces principes, tu ne seras plus tout à fait là. Même personne qu'aujourd'hui, et c'est exactement là que tout commence. Si tu es arrivé jusqu'ici, t'es déjà différent de celui qui a appuyé sur play au début de cette vidéo. Parce que la majorité des gens auraient quitté. La majorité des gens auraient scrollé vers autre chose dès la première minute. Mais toi t'es resté. Et ça, c'est déjà Yarikiru. Tu as fini ce que tu as commencé. Tu viens d'appliquer sans t'en rendre compte le principe numéro 3. Mais maintenant vient le moment qui sépare ceux qui regardent des vidéos sur le changement et ceux qui changent. Vraiment, l'action. Pas demain, pas lundi, pas le premier du mois prochain. Maintenant, voilà ce que je te demande de faire dans les prochaines 24 heures. Une seule chose, choisis un seul principe parmi les 6 que tu viens de voir. Un seul, celui qui t'a parlé le plus. Celui qui t'a fait dire intérieurement, c'est exactement ce qui me manque. Et applique-le demain matin dès le réveil. Tu nettoies tes toilettes. Tu marches 15 minutes sans toucher à ton téléphone. Tu manges ton prochain repas lentement et tu t'arrêtes à 80%. Tu fermes une boucle ouverte que tu traînes depuis des semaines. Tu te lèves 30 minutes plus tôt et tu utilises ce temps pour toi. Ou tu répares quelque chose, une relation, un projet, un bout de toi-même, que tu aurais normalement abandonné. Un seul, demain, c'est tout ce que je te demande. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a fait bouger quelque chose en toi, alors fais une chose simple. Laisse un commentaire en dessous avec le principe que tu as choisi. Écris-le, pas pour moi, pour toi, parce qu'écrire un engagement le rend réel. Ça passe de l'intention à la décision. Et la décision précède toujours l'action. Abonne-toi si t'as pas encore appuyé sur ce bouton, parce que chaque semaine je reviens avec des contenus qui ne te flattent pas, qui ne te disent pas que tout va bien, qui ne t'endorment pas avec des discours confortables. Je reviens avec des vérités qui peuvent être dures à entendre mais qui, si tu les appliques, transforment réellement ta vie. Et partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui en a besoin. Pas pour faire du chiffre. Parce que si tu as quelqu'un autour de toi qui stagne, qui cherche sans trouver, qui sait qu'il doit changer mais ne sait pas par où commencer, cette vidéo pourrait être le déclic qu'il attendait. Les Japonais ont un dernier concept que je vais te laisser en cadeau pour terminer. Il s'appelle Ikigai, ta raison d'être. La chose qui te fait te lever le matin avec envie. Et l'Ikigai ne se trouve pas dans les grandes révélations. Il se construit, brique par brique, à travers les habitudes que tu cultives chaque jour. Commence aujourd'hui, parce que dans un an, tu regarderas en arrière. Et tu seras soit la personne qui a regardé cette vidéo et continué exactement comme avant. Soit la personne qui a regardé cette vidéo et décidé que c'était le jour où quelque chose a changé. Ce choix, il n'appartient qu'à toi. C'est tout, c'était le labo du succès. À bientôt.